Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment installer WSL2 sous Windows et également Exegol. Donc c'est une vidéo qui m'avait été pas mal demandée déjà, donc je vais vous montrer un petit peu comment moi, de mon côté, j'ai setup tout mon environnement pour faire du pentest et même utiliser WSL en général avec Exegol. Alors vous allez voir que c'est relativement simple, il y a quelques petites étapes qui nécessitent très légèrement de la configuration, mais dans l'ensemble c'est assez simple. Donc WSL2, alors pourquoi la version 2? Parce qu'il y a une version 1, mais maintenant c'est la 2 qui est la principale. En fait, ça signifie Windows, oui, c'est Windows Subsystem for Linux. Ça veut dire qu'en gros, c'est un système Linux, un kernel Linux qui tourne dans du Windows pour permettre d'avoir des distributions comme Debian, Ubuntu et autres qui tournent sur notre machine Windows. Alors, la toute première étape, celle qui n'est pas obligatoire mais elle est assez recommandée, c'est de télécharger un terminal, parce que par défaut, si on tape, enfin vous devez connaître, sous Windows, PowerShell et CMD, c'est dans des terminaux qui sont vraiment dégueulasses, c'est les trucs de base de Windows, ça fonctionne pas très bien, on peut pas faire de copier-coller, c'est nul. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le Microsoft Store, donc vous allez dans votre barre de recherche, vous cherchez Store ou Microsoft Store, vous avez le premier, vous allez dessus, et une fois que vous êtes là, dedans, vous cherchez Terminal, et vous allez télécharger, normalement c'est le premier résultat, voilà, Windows Terminal, vous cliquez dessus, vous cliquez sur installer, alors moi je l'ai déjà fait évidemment parce que je suis sur mon OS principal, alors j'ai pas précisé mais je suis sur Windows 10, voilà, donc ça doit être possible aussi sur Windows 11, Windows 8, Windows 7, mais dans tous les cas je vous montre par rapport à ça. Alors j'avais essayé avant de faire des tests pour repartir de zéro, parce que là j'ai tout installé vu que c'est mon système hôte de base, j'avais voulu essayer de le faire sous VirtualBox pour refaire toutes les étapes en installant WSL et tout, mais je crois qu'il y a des problèmes avec la virtualisation de VirtualBox, ça passait pas, parce que en fait WSL, vu que c'est un kernel Linux, doit y avoir la virtualisation activée, et donc sur le système hôte ça fonctionne bien, sous VirtualBox, ça passait pas. Donc, je vous remontre les mêmes étapes que j'ai effectuées ici, sur ma machine haute, mais ce sera pas exactement pareil, vu que moi, c'est déjà installé. Donc ici, normalement ici, vous avez installé, donc vous cliquez, vous installez. Peut-être qu'il vous demandera de redémarrer votre système, ça dépend. Aussi important, alors si vous n'avez pas encore activé la virtualisation sur votre système, je vous conseille d'aller voir sur internet comment faire, notamment ça se passe dans le BIOS. Donc en fonction de votre machine, vous allez par exemple Windows Activate Virtualization BIOS, quelque chose comme ça. Alors en fonction, voilà, c'est la virtualisation hardware. Alors ça dépend en fonction de votre système, enfin surtout de votre carte mère, je crois. Si c'est de l'Asus, si c'est bon, bref, vous allez voir sur internet. Et normalement, vous devrez aller dans votre BIOS et activer la virtualisation. Si vous pouvez lancer des machines virtuelles avec VirtualBox par exemple ou VMware, c'est que vous avez déjà la virtualisation activée et du coup il n'y a pas besoin de le faire. Une fois que vous avez installé ça, normalement, vous pouvez désormais aller sur Windows, taper terminal et ça va vous lancer directement le terminal. Mais pour que le terminal soit par défaut, vous allez retourner dans votre barre de recherche, taper paramètres du terminal et normalement vous allez accéder à cette page de paramètres, vous descendez et là le terminal par défaut ça doit être laisser Windows décider et vous mettez terminal Windows. Pourquoi? Donc là, une fois qu'on a ça, on peut quitter. Enfin, je crois qu'il faut faire appliquer en bas. Euh, Terminal. Vous sélectionnez, paf. Non, il n'y a même pas besoin d'appliquer. Donc vous sélectionnez juste Terminal Windows. Là, c'est bon. Et maintenant, quand on va lancer même par exemple un CMD, là si je mets CMD, on voit bien qu'en théorie c'est censé lancer l'invite de commande de base de Windows. Mais comme on a mis par défaut, ça nous lance bien notre nouveau terminal qu'on a installé. Et pourquoi c'est bien? Parce qu'on peut écrire n'importe quoi. On peut sélectionner directement à la souris, CTRL-C, CTRL-V, faire des CTRL-V comme ça. Il n'y a pas besoin de faire des manips, de clic droit, de machin pour copier. C'est assez pratique à la fois pour sélectionner du texte. Là, je peux faire ça. Et en fait, partir là-dessus, puis en fait resélectionner ça, puis en fait, vous voyez, là je peux sélectionner plein de textes différents. Ça, c'est pas possible de le faire sur le terminal de base. C'est pour ça que c'est vraiment pratique d'utiliser Windows Terminal. Une fois que vous avez Windows Terminal, bon, on laisse de côté si on n'en a plus besoin, donc c'est installé, ok, ce sera utile pour plus tard. Maintenant, on va devoir installer WSL2.
Alors comme ils disent, là je vous mettrai comme à chaque fois tous les liens dans la description, on va devoir se rendre sur la documentation Microsoft pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors heureusement, la documentation Microsoft, elle existe en français, donc pour ceux qui ont du mal en anglais, c'est parfait. Donc là ils nous disent prérequis, on devait... Ok, donc je dis n'importe quoi, en fait Windows 7 et Windows 10 ça doit pas être possible. Windows 7 et 8 ça doit pas être possible, doit avoir que à partir du 10. Donc Windows 10 version machin et ultérieure, ou Windows 11. Donc pour avoir WSL 2, ça doit être Windows 10 ou 11 minimum. Et du coup, comment ça se passe? Donc, juste en PowerShell, exécutant en tant qu'administrateur, donc il faut avoir les droits admin, on va taper la commande WSL install. À savoir que, par défaut, c'est Ubuntu qui va être installé si on lance que cette commande. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Donc on va retourner sur notre PowerShell, on va faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et là, vous voyez par contre que malgré le fait qu'on ait choisi par défaut Windows Terminal, quand on lance PowerShell en tant qu'administrateur, ça nous ouvre quand même celle-là. Mais bon, c'est pas grave, ça va nous être utile juste pour installer WSL. Donc, avant de commencer à installer quoi que ce soit, on va vérifier les versions. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour lister vos distributions Linux installées, donc ça on s'en fout. Voilà, on va faire WSL-L-O ou -list-online pour voir quelles sont les distributions qui peuvent être installées. On lance, et voilà. Donc ça veut dire que là, avec WSL, on peut installer Ubuntu, Debian, Kali Linux, d'autres versions d'Ubuntu, de l'Oracle, OpenSUSE, SUSE, et voilà. Donc ça, c'est les versions qu'on peut installer avec WSL. Par défaut, quand on ne précise rien, comme j'ai dit juste avant, et qu'on fait juste un WSL-install, ça va installer Ubuntu. Moi, si je vous fais l'exemple et que je fais le WSL-L-V pour voir la liste et les versions des distributions qui sont déjà installées, j'ai Ubuntu. Ubuntu en version 2, donc Ubuntu en WSL2 qui est déjà installé. Ça, c'est celle de base. Donc pour l'exemple, aujourd'hui, je vais faire comme si j'installais une nouvelle distribution et je vais installer Debian parce que je ne l'ai pas encore sur mon système. Donc pour installer une version en particulier, comment ça se passe? WSL-install-D est le nom de la distribution. Donc si vous mettez rien, si vous mettez juste ça, par défaut c'est Ubuntu. Si vous voulez changer, vous faites D et vous mettez le nom de la machine à installer, enfin de la distribution à installer. Moi je vais installer du Debian. Je lance ça, ça va prendre un petit peu de temps et normalement on se retrouve une fois que l'installation est terminée. Voilà, donc là on peut voir que l'installation, donc lancement, installing, this may take a few minutes. Ok, donc là, il faut créer un nouvel username que vous allez vous utiliser en fait pour vous connecter directement sur votre machine Debian. Donc le compte Debian, moi par exemple, j'appelle Croze. Ensuite, normalement, il va me demander un mot de passe, voilà. Je le retape. Password updated successfully, installation successful. Donc là, on est bon. Et voilà. Là, je suis sur WSL sur ma Debian. Donc là, en fait, je suis comme si c'était une Linux. C'est-à-dire que toutes les commandes Linux vont fonctionner. Si je fais un cat/etc/hostname, on peut voir que mon hostname, c'est bien ça. Je peux faire un cd de points, je peux faire un ls-la. Je peux revenir même à la racine, ls-la, on peut voir que c'est carrément un sous-système Linux qui tourne là-dessus. Si jamais je veux quand même accéder à mon système hôte, c'est possible. Je crois que c'est dans MNT pour mount, ls. Et là, on peut voir que j'ai mon disque C, qui est en fait le disque de ma machine principale. Donc là, c'est possible. Si je retourne ici, donc je vais ouvrir cette fois-ci un PowerShell. Donc là, on peut voir que je suis sur PowerShell. Si je fais ipconfig et que je regarde mon IP, je peux voir que là, c'est .1.16. En théorie, depuis, vu que c'est un sous-système, depuis mon WSL, je suis censé pouvoir accéder à mon hôte et inversement. Donc là, si je fais un ping de mon adresse IP, là, vous voyez, c'est chiant parce que là, comme je suis sur le terminal Windows, ça fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est bon, on a installé, on voit que ça fonctionne, je quitte, on n'a plus besoin. Je vais retourner là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir lancer, depuis ce PowerShell-là, on va pouvoir lancer notre Debian. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, on va juste taper le nom de la machine. Si je tape Debian comme ça va juste lancer WSL Debian. Vous voyez, là, je suis rentré dedans. Et là, si je fais un IP-CA, on voit que c'est bien mon adresse IP. Paf. Là, je vais ouvrir un nouveau terminal, qui est ici, qui est toujours du PowerShell. Et si je fais un ping de mon adresse IP
ici, on peut voir que j'ai bien une réponse. Et si je fais l'inverse, donc là je suis dans mon WSL, ping de 192.168.1.16, c'était je crois, là il me met que je n'ai pas les droits. Pourquoi? Operation not permitted. On doit faire des choses supplémentaires apparemment. Missing cap pro capability of set UID. Bonne question de pourquoi ça veut pas. Faut peut-être rajouter des droits. Configuration, bonne pratique. Donc là en théorie si je fais ça on peut voir que la version de WSL j'en ai deux maintenant. Debian qui est en train de tourner et Ubuntu qui est stoppé. Donc là c'est celle par défaut. Ça veut dire que je vais pouvoir lancer un nouveau terminal par défaut. Enfin, quand je vais taper WSL pour lancer par défaut, ce sera Ubuntu qui va être utilisé. Sinon, on peut faire en sorte que ce soit Debian. Et pour ce faire, on va faire un "-s". Mettre à niveau. Alors, je ne sais plus où c'est. Il l'indique quelque part normalement. Voilà, c'est ici. WSL-s Debian pour définir la distribution par défaut à Debian. Et du coup, après, quand on lancera juste WSL, ce sera Debian qui sera lancé. Là, si je tape juste WSL, vu que c'est Ubuntu qui est par défaut, normalement, ça va me faire rentrer directement dans Ubuntu. Alors, ça prend un peu de temps, le temps que la distribution se lance. Et une fois qu'on a fait ça, il y a moyen aussi de créer un nouveau profil. Alors, je crois qu'il faut redémarrer par contre pour que ce soit pris en compte, je suis pas sûr. Si on va voir dans les paramètres de Windows Terminal. Donc là, on peut voir que c'est Ubuntu, hop, ici. On peut voir que là, c'est Ubuntu qui avait été lancé en tapant juste WSL parce que par défaut, c'est Ubuntu qui est lancé. Si je faisais WSL-S Debian et qu'ensuite je faisais un WSL, ce serait Debian par défaut qui serait lancé. Donc là, je quitte. Et si je fais "-v, on peut voir que les deux sont lancés. Et je crois que automatiquement, par défaut, si on entre dans aucun des deux, au bout d'un moment, elles vont se shutdown. Sinon, on peut faire WSL-shutdown pour kill toutes les sessions de WSL qui sont lancées. Donc là, si je refais un "-v, on peut voir que les deux sont stoppés. Ok. Donc, aussi là, il y a moyen de changer les profils. On peut voir que par défaut, ici, moi, normalement, c'est Ubuntu qui est lancé. Alors, je vais essayer de fermer hop, tous mes Windows terminaux et de relancer. Donc, juste le terminal. Donc là, vous voyez que par défaut, moi, j'ai fait en sorte que ce soit Ubuntu qui soit lancé, donc WSL. Ici, voilà. Ici, il y a Debian qui est apparu, donc il fallait juste redémarrer. Donc là, je peux faire en sorte d'aller dans Paramètres. Profil par défaut, je peux mettre Debian. Ce qui fait que maintenant, donc là, enregistré, c'est pris en compte. Ce qui fait que maintenant, si je clique dessus sur Windows Terminal, par défaut, ça va être Debian qui va être lancé. Et on peut voir là, j'ai ma Debian qui va se lancer, donc WSL Debian qui est lancé, hop, directement. Ce qui fait que maintenant, bah, c'est ultra simple parce que, hop, je fais des trucs sous Linux, j'ai besoin de faire, je sais pas moi, une machine HTB sur Exegol, qu'est-ce que je fais? Je lance mon Windows Terminal, paf, instantanément, je suis sur mon WSL sur ma Debian. Parfait, je peux faire mes trucs. Donc ça, c'était vraiment l'installation classique au niveau de Debian. Alors, est-ce que maintenant le ping fonctionne toujours ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des modifications à faire? Ok, je vais regarder de ce côté-là pourquoi ça passe pas et je vous retrouve une fois que c'est bon. Ok, me revoilà. Donc apparemment, c'est juste que, bah, je sais pas, par défaut, l'utilisateur n'a pas les droits nécessaires. Par contre, quand on est en route, hop, le ping passe. Donc ça doit être quelque chose. Alors je sais pas si c'est lié à Debian ou par rapport à WSL, mais en tout cas, bon, il y a moyen ici, il y a quelqu'un qui met la commande. Voilà, avec cette cap machin ping, on met les capabilities pour pouvoir faire un ping en tant que l'utilisateur classique. Bon, c'est pas très intéressant, mais voilà. Donc là, on peut voir que ça fonctionne. Dans le cas où le ping ne passe pas, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, va falloir ajouter une nouvelle commande en comment ça s'appelle? Euh, Va falloir lancer le PowerShell avec les droits administrateurs, exécuter en compte administrateur, oui. Et va falloir exécuter une commande qui va nous permettre d'ajouter une règle dans le firewall Windows pour laisser passer tous les paquets liés à WSL. Alors si je remonte un petit peu, je l'avais fait avant, voilà ici.
en fait, on va faire New Net Firewall Rule. Je vous mettrai également la commande à taper dans la description. Display name, donc là vous l'appelez comme vous voulez. Donc moi j'ai mis test parce que j'en avais déjà une. Test. En inbound, donc toutes les données qui rentrent, via l'interface vEthernet qui s'appelle WSL, on l'autorise. Ce qui fait que ici, j'ai bien mes pare-feux qui sont activés, à la fois pour le privé et le public. Et ici, si je vais voir dans trafic entrant, on peut voir que j'ai une règle WSL. Alors moi, je crois que je l'avais fait que pour le public, pas pour du hall. Mais on peut voir que ici, on autorise. Ici, on l'autorise également. Ce qui fait que, bah, en fait, notre WSL peut être lancé, enfin, peut communiquer avec le système hôte, alors que par défaut, peut-être que ça peut bloquer. Alors, je ne sais pas si entre-temps, ils ont fait en sorte, je crois que moi, quand j'avais installé WSL, les règles n'étaient pas créées automatiquement. Peut-être que désormais, quand on va installer WSL, peut-être que les règles firewall sont directement créées. Si ce n'est pas le cas et que vous n'arrivez pas à ping ou que vous n'arrivez pas à faire de reverse shell ou ce genre de choses, essayez de rajouter une règle firewall comme celle-ci. Alors, direction inbound et essayez de faire un outbound aussi au niveau de WSL, de l'interface WSL, pour autoriser les paquets. Maintenant qu'on est bon, on va passer sur l'installation d'Exegol. Donc ça, on est bon, on n'en veut plus, ok. Donc ça, on est bon, WSL, on peut quitter. Là, normalement, WSL fonctionne. Maintenant, on va passer à l'installation d'Exegol. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Là, c'est tout simple. On se rend sur la documentation d'Exegol et on va suivre bêtement la page d'installation, donc juste à lire, pas besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut Git, il faut Python 3, il faut Docker. Alors ça dépend. Git, oui, non, ça dépend en fait quel type d'installation on veut faire. Donc dans tous les cas, il faut qu'on installe Docker. Pourquoi? Parce qu'en fait Exegol fonctionne avec Docker. Donc là, ils nous disent for Linux system, Docker can be installed quickly avec la ligne de commande suivante. Donc enfin CTRL-C. Donc là, je suis bien. Alors je vais me mettre en route, mais ça n'a pas trop d'importance. Je suis bien sous ma Debian. Là, on peut voir. Donc je vais copier la commande curl command not found. Parfait. Donc on va commencer apt update and apt install curl. C'est vrai que sous Debian, souvent, il n'y a pas certains binaires. Ça peut poser problème. En tout cas, sous Ubuntu, j'ai pas ces soucis-là. Mais si vous le faites par défaut, normalement, Ubuntu, il y a tout ce qu'il faut. Là, c'est juste que je le fais sous Debian pour vous remontrer comment l'installation fonctionne parce que je l'avais déjà fait sous Ubuntu. Mais voilà, c'est à peu près la même chose. Donc, je vais attendre que curl s'installe et on se retrouve une fois que c'est terminé. Ok, tout est installé. Donc, on peut refaire notre commande curl. Detected, WC detected, recommend using Docker Desktop for Windows. Non, parce que oui, Docker Desktop c'est nul, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière que le Docker sous Linux. Donc, euh, on va laisser tourner ça par défaut et on se retrouve une fois que c'est terminé parce que ça peut prendre un certain temps. Ok, l'installation est terminée. Donc là, en théorie, on est censé pouvoir lancer la commande Docker. Si tout fonctionne correctement. Alors ça peut prendre un peu de temps, le temps que Docker s'initialise. Mais en théorie, on est censé, en tout cas en tant que root, voilà, là on est censé pouvoir lancer la commande Docker. Le souci, c'est que par défaut, quand on est un simple utilisateur et qu'on fait la commande Docker, ah bah là ça passe, ok. Alors c'est pas censé passer, pourquoi? Parce que là ça l'a fait, ça l'a pas fait automatiquement. Alors je sais pas pourquoi ici on a le droit de lancer la commande Docker. Alors, on n'est pas censé pouvoir la faire, normalement on a un message d'erreur, parce que quand on fait ID, on n'est pas dans le groupe Docker. Et du coup, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Comme on l'a dit ici sur Exegol, on va faire un sudo usermod ag docker, donc on va ajouter notre utilisateur dans le groupe sudo, et on va reload, voilà, et on va, hop, ici, donc là si je fais un ID, maintenant, on est dans le groupe Docker. Et si on est dans le groupe Docker, ça veut dire qu'on va pouvoir taper la commande Docker. Alors là, je pouvais le faire déjà avant, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en théorie, on n'est pas censé pouvoir le faire si on n'est pas dans le groupe Docker. Donc si vous avez un message d'erreur comme quoi permission denied en tant qu'utilisateur classique pour lancer la commande Docker, vous devez faire ceci. Ok, une fois qu'on est là, on va maintenant passer à l'installation d'Exegol. Donc, il y a trois manières de le faire, soit avec pipx, soit depuis les sources en faisant un git clone, soit avec pip.
La manière recommandée, c'est pipx. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va nous permettre de lancer Exegol dans un environnement virtuel dédié et surtout isolé. Voilà. Au niveau de la sécurité, c'est mieux. Donc, on va partir sur ce qu'il nous propose. Donc, soit on l'installe classique, on installe d'abord pipx et ensuite on fait pipx install Exegol. Alors, pipx, soit on l'installe, pardon, via le package apt, le gestionnaire de paquets apt, soit on le fait via Python. Bon, est-ce que Python est installé? Python n'est pas installé. De toute façon, il va falloir l'avoir au bout d'un moment. Donc, on va obligé de faire un Python apt, alors sudo apt install Python 3. Oui, installé. Bon, ça va reprendre un petit peu de temps. En attendant, donc on va préparer la commande. Donc Python 3-pip install pipx. Donc on va installer Python 3. Et ensuite, on va installer pardon, pipx via Python 3. Et une fois qu'on aura un pipx installé, on va pouvoir installer Exegol via pipx. Et donc là, on va mettre à jour notre path. Donc pipx en surpath. Et on va, depuis Linux, après, faire en sorte, quand on va taper la commande exegol, que ça le lance en tant que route. Et après, on va pouvoir utiliser exegol pour faire des installations et ainsi de suite. Après, il y a des choses optionnelles, installation, enfin l'autocomplétion sur exegol, ce genre de choses. On va rester simple. Ok, donc là c'est installé. Donc normalement, cette commande désormais est censée passer. Bon, Python 3-m. Ah oui, il faut que j'installe. Alors sudo apt installe Python 3-pip, je crois. Ouais, ça prend un peu de temps. Alors, j'aurais pu le faire également comme ça aurait été beaucoup plus vite, mais bon, avoir Python 3 et pip installé sur son Debian de base, ça peut être très utile pour plus tard. Au bout d'un moment, va falloir l'installer quand même, donc bon, on prend de l'avance. Là, c'est pas pratique tout de suite, mais bref. Et on se retrouve une fois que c'est terminé parce que ça risque de prendre un petit peu de temps. Et on est bon. Maintenant, on va installer Exegol, donc pipx install Exegol. Normalement, c'est censé passer. Pipx command not found. Ah oui, parce que j'avais pas déjà installé ça, donc c'est Python 3-m. Python 3-m installe pipx. Donc là, en théorie, c'est censé passer, puisque maintenant, on a installé tout ça. Erreur. Tout installe Python. Try apt install Python 3xyz. Package while trying tout. D'accord. Donc apparemment, pip ne veut pas passer. Pip install pipx peut-être. Non plus. Bon. On va passer avec le pipx classique parce qu'apparemment ça veut pas. J'ai la flemme de débugger, je vais pas vous mentir. Encore une installation, on se retrouve de nouveau une fois que c'est terminé. Donc vous voyez, ça prend quand même beaucoup de temps, mais en fait juste beaucoup de temps à attendre. Parce qu'en soi, c'est pas très compliqué. C'est juste du temps d'attente. Donc après on lancera l'installation de pipx, le chemin d'accès en tant que route. Et après on pourra enfin lancer du exegol. L'installation est enfin terminée. On va, j'espère, pouvoir réussir à installer Exegol. Voilà, donc l'installation se fait. On va devoir exécuter ensuite ceci pour mettre notre path à jour et ouvrir un nouveau terminal pour relancer notre path une fois que c'est bon. Donc là, on peut voir qu'en fait, l'installation est assez simple, tout se fait automatiquement. On n'a rien besoin de faire en particulier. Et ben, on se retrouve encore une fois que l'installation d'Exegol est terminée. Ok, donc en fait c'est assez rapide. Exegol, on voit que c'est tout bon. Pip on surpasse. On est bon, ready to go. Donc là on va ouvrir un nouvel onglet en PowerShell. Hop, on ferme, on va même refaire un shutdown pour être sûr que ça recharge tout. Voilà, donc là on relance notre Debian. Et normalement quand on aura un shell, on pourra taper la commande exegol, je l'espère. On va faire un alias avant. Faire un petit alias et ensuite mettre à jour le fichier pour qu'il soit pris en compte. Hop, on update notre fichier en faisant la source dessus. Et là, si je tape un exegol, qu'est-ce qui se passe? Bah, il demande mon mot de passe parce qu'évidemment c'est lancé en tant que route du coup.
Et on peut voir qu'Exegol fonctionne. Donc là, Exegol est bien installé. Alors attention, c'est pas tout à fait terminé. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, alors je sais pas si Firefox est installé. Firefox n'est pas installé par défaut. Sudo apt install Firefox. Je vais vous montrer avec Firefox. Ça n'existe pas. Toc toc toc. Whoever the following package replace it. On va regarder ensemble, hein. Comme ça vous montre aussi Debian install Firefox. Firefox simply from Debian package. Firefox ESR. Firefox ESR. Ok. 600 mégas, donc vous voyez ça prend un peu de place, mais bon, on va se retrouver encore une fois que ce sera installé, pour vous montrer qu'en fait, je peux déjà vous l'expliquer un petit peu maintenant. En fait, le problème c'est qu'ici, on est uniquement en version ligne commande, en CLI. Ce qui fait que toutes les commandes qu'on va taper, bon, on va le voir dans notre terminal, mais les interfaces graphiques, les fenêtres graphiques ne fonctionnent pas sur un terminal. C'est-à-dire que là, on peut voir de l'ASCII art qui va être affiché, ce genre de choses, mais il n'y a pas de nouvelle fenêtre, par exemple, pour Firefox qui va être installée. Enfin, qui va être ouverte. Du coup, ça c'est un problème, et on va devoir installer un serveur qu'on appelle un serveur X11, qui va nous permettre justement de pouvoir faire en sorte que quand on tape Firefox, eh ben, on va vraiment avoir une autre fenêtre Firefox qui va s'ouvrir, sur laquelle on va pouvoir naviguer. Donc ça se fait en utilisant un serveur X11. Alors il en existe plein différents. Moi je vais vous montrer que celui que j'ai utilisé qui s'appelle VCX SRV. Donc là on peut voir que c'est un Windows X Server, donc X11, based on the Xorg git source, machin bidule, bond compile, git, machin, ok. Donc on va dans les releases, on descend un petit peu, et dans les dernières on va prendre, donc moi je suis en architecture 64 bits, donc je vais prendre la version 64 bits, installer.exe pour Windows, je clique dessus. Normalement, ça va télécharger, je fais run et je fais l'installation. Et ensuite, vous devriez avoir quelque chose comme ceci, xlaunch. Donc si je cherche xorg, il n'y a pas, donc xlaunch application, vous aurez quelque chose comme ça. Et quand vous allez cliquer dessus, ça va vous demander, normalement ça va ouvrir une petite fenêtre, voilà, comme ça, display settings. Et là, ça va vous choisir choose how VCX server display programs. Donc là, on va rien toucher, on va laisser multiple Windows. Donc ça, ce sera à faire à chaque fois que vous redémarrez votre PC. Par exemple, je démarre mon PC, le serveur n'est pas lancé, donc là, je vais lancer mon serveur X11, et une fois que le serveur sera lancé, je pourrai entrer dans Exegol et ensuite faire Firefox ou autre pour afficher les interfaces graphiques. Donc multiple Windows, je laisse par défaut, je touche rien. Là, Start no client, je touche rien, on se met en mode serveur. Là, je vais cliquer sur Disable Access Control. Ok. Suivant, terminé. Ok, donc là, notre serveur X11 est en train de démarrer. Vous voyez en bas à droite là de mon écran, on voit que donc desktop machin, c'est le mien, 0 client. Si je vais ici, on peut voir que mon serveur est démarré. Si je fais un clic droit dessus, on peut voir que je peux lancer des applications pour tester, par exemple la calculatrice. Si je fais Xcalc et que je clique dessus, ça charge un petit peu. Mais normalement, on va voir que j'ai une fenêtre, une calculatrice qui va s'ouvrir. Voilà. La calculatrice s'est ouverte, ce qui veut dire que notre serveur X11 fonctionne. Et si on va dessus, on peut voir que dessus, j'ai un client qui est connecté. Est-ce que je peux voir plus d'informations about? Voilà, c'est ma version. Bon, vous voyez là, quand je mets ma souris dessus, ça met desktop machin, un client. Un client, pourquoi? Parce que j'ai une fenêtre qui est ouverte dessus. Et en fait, ce serveur X11, c'est lui qui va nous permettre justement de faire en sorte d'avoir des interfaces graphiques. Donc là, je l'ai lancé une fois. Tant que je ne fais pas exit ou que je redémarre pas mon PC, il n'y a pas besoin de le relancer parce que là, il tourne en fond, c'est bon. Je peux lancer WSL, je peux quitter WSL. Tant que je ne quitte pas mon serveur X11, c'est qu'il est en train de tourner. Et du coup, pas la peine de relancer. Par contre, si je redémarre mon PC, le serveur X11 ne sera plus lancé. Donc si je fais un Firefox sur mon WSL, eh ben, la fenêtre ne va pas s'ouvrir parce qu'il n'y a pas de serveur X11 qui tourne. Donc je vais devoir relancer. Je fais suivant, suivant, disable, suivant, terminé, et mon serveur va se relancer. Voilà. Donc on se retrouve une fois que Firefox est lancé pour vous montrer comment ça fonctionne. On est tout bon. Notre serveur X11 est lancé. En théorie, on peut lancer notre petit Firefox et c'est censé fonctionner. Donc on va attendre que ça se lance.
Alors là, il y a des problèmes de lib PCI, je sais pas quoi, donc j'espère que ça va pas poser problème pour vous faire la démonstration. Ça, on peut fermer, on en a plus besoin. On va voir si ça se lance de toute façon. Sinon, je vous ferai le test. Voilà, ok, parfait. Ça fonctionne. Donc là, grâce à notre serveur X11, si on retourne dessus, on peut voir que normalement, on a un client. Alors, c'est pas encore mis à jour. Normalement, on a un client qui est connecté, c'est celui-ci. Alors là, ça rame un peu le temps que ça s'initialise. Mais on peut voir que Firefox fonctionne. Et c'est le Firefox de WSL qui est bon. Est-ce que ça a été mis à jour? Toujours zéro client. Ok, bon, il n'est pas pris en compte. Mais en tout cas, on peut voir que la fenêtre est un peu spéciale. Parce que justement, c'est à partir du serveur X11. Donc maintenant qu'on a ça, ça veut dire que tout fonctionne bien. Et on va pouvoir, hop, on va pouvoir lancer Exegol. Donc après Exegol, bah, on va pas trop rentrer dans les détails. Mais ça fonctionne de cette manière. Exegol installe. Donc on va installer une nouvelle image. Et après, on va pouvoir le lancer. Alors, pour l'exemple, je vais quitter ceci et je vais retourner. Je vais faire un WSL shutdown et je vais retourner sur mon Debian de base. Donc ici, je vais aller sur Debian, sur Ubuntu, pardon. Encore une fois, là, vous voyez, les terminaux ne sont pas pareils. Pourquoi? Parce que quand j'ouvre mon Debian, on voyait que c'était en noir, alors que là, c'est plus gris. Tout ça, c'est paramétrable directement quand on va dans les paramètres. Donc, vous voyez, mon Ubuntu, là. Donc, le nom qu'on lui donne, ubuntu.exe, ok, répertoire de démarrage, tout ça, apparence. On peut modifier totalement l'apparence en fonction des différents shells qu'on a. Là, si je vais ici, alors, ça met du temps à charger. Pourquoi? Parce que, ok, faut voir que le terminal va ressembler à ça. Il y a des choses par défaut qu'on peut, voilà, des jeux de couleurs qu'on peut sélectionner par défaut. Celui de Ubuntu de base. Voilà, moi j'avais mis celui-là, mais on peut également modifier la police, enfin le type de la police, la taille de la police, l'épaisseur, tout ça, le curseur, la transparence, on peut vraiment tout faire. C'est vraiment assez cool. Et là, maintenant on est là-dessus. Donc là je suis sur mon Ubuntu, mais c'est exactement pareil. Si je fais exegol, ça fonctionne également de la même manière. Alors il faut attendre un peu qu'il s'initialise, pardon. Mais on va pouvoir ensuite exécuter la commande exegol install pour installer notre première image d'exegol, parce que par défaut, il n'y a aucune image qui est installée. Et une fois qu'on aura installé notre image, on va pouvoir l'utiliser. Donc là, si je vais voir install, comment ça fonctionne, alors juste exegol install, ou alors on peut préciser directement le nom de l'image et derrière le type d'image qu'on veut. Alors soit si c'est du light, si c'est du full, si c'est de l'AD, si c'est du web, si c'est de l'OSINT, il y a plein d'images différentes. Donc là on peut voir, si je fais exegol install, alors moi par défaut, après je vous invite à retourner voir sur ma vidéo, l'autre vidéo que j'avais faite sur exegol, qui montre un petit peu comment utiliser exegol, où là je parle beaucoup plus en détail de toutes les options. Enfin, toutes les options, pas toutes, parce que je passe pas en revue tous les détails de l'outil, mais celles qui me semblent le plus pertinentes, les plus pertinentes. Et normalement, une fois que ce sera lancé, on va pouvoir installer une nouvelle image, les lancer, aller dedans, etc. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Normalement, vous avez toutes les informations pour installer WSL, Exegol ainsi que le serveur X11 pour avoir accès aux interfaces graphiques au niveau de WSL et d'Exegol. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.